C'est parti pour ce grand direct. Messieurs et dames, bienvenue à tous, mais d'abord le sommaire. Au cours d'un point de presse tenu ce 20 octobre à Kinshasa, le ministre d'État en charge du plan a salué le score général élevé à 85,5 points obtenu par la République démocratique du Congo, dont la mise en œuvre de la norme de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE. Et puis, Fifi Masuka Saini, vice-gouverneur du Lualaba, est allé en Belgique prendre des contacts importants pour l'acquisition des équipements et autres matériels utilitaires de la nouvelle aérogare de Kolwezi. La vice-gouverneure du Lualaba est à la tête d'une forte délégation. Le maire de la ville de Kolwezi a participé à la session de Africando aux États-Unis. La 23e édition s'est penchée sur le coronavirus et la lutte contre le changement climatique en Afrique. C'est tout pour le sommaire, tout de suite le développement. Encore une fois, bienvenue messieurs et dames. Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando, a au cours d'un point de presse tenu ce 20 octobre à Kinshasa salué le score général élevé de 85,5 points obtenu par la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre de la norme de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE. Un score réalisé grâce au concours de tout le monde. Michael Mutuila pour les détails. Cette cote élevée de transparence marque en effet un grand retour de la RDC parmi les pays mieux cotés comme étant transparents en matière d'industrie extractive, a déclaré Christian Mwando Simba lors de ses points de presse. Il a en outre signalé que le Congo a toujours été considéré comme un pays où le taux de l'opacité et de la corruption est élevé, mais néanmoins, ce score permettra de consolider la position du pays, notamment avec les institutions financières internationales, qui se basent aussi sur la manière de faire dans la publication de rapports et accords avec le partenaire qui œuvre dans les secteurs miniers, hydrocarbures et forestiers. À lui d'ajouter également que cette cote réalisée va aider au programme que le gouvernement a avec les institutions financières internationales, à l'instar du Fonds monétaire international FMI. Le ministre du Plan a par ailleurs félicité les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le Premier ministre, les membres du gouvernement ainsi que le comité de l'ITIE RDC pour les efforts consentis en vue d'aider les pays à devenir conformes à la norme ITIE. Et dans une correspondance adressée conjointement à Anthony Blinken et Janet Yellen, respectivement secrétaire d'État au département d'État et secrétaire au département du Trésor des USA, des sénateurs américains ont exprimé leur inquiétude sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC avec exhumation du groupe terroriste du M23. Dans cette correspondance datée du 20 octobre, ces sénateurs rappellent que c'est depuis fin 2021 que le M23 a lancé des attaques de plus en plus sophistiquées et meurtrières contre les populations. Plus des détails dans ce commentaire. Ces sénateurs qui appuient leur inquiétude par des rapports crédibles d'organisations de défense des droits de l'homme établis qui indiquent que le M23 dispose d'un approvisionnement régulier en armes et munitions modernes qui permettent à ses membres de frapper régulièrement des cibles sur de longues distances et d'exécuter des tirs de précision contre des avions et estiment que le M23 bénéficie d'un soutien direct parrainé par un État. À cet effet, ils ont plaidé pour l'actualisation de l'application des sanctions américaines contre le M23. Depuis les débuts de cette année, plus de 700 000 personnes ont été contraintes de fuir leur foyer, faisant de nombreux morts parmi les civils. Des groupes de défense des droits de l'homme ont subi des cas de torture, de viol et des civils emprisonnés, forcés à se livrer au cannibalisme avec leurs co-détenus assassinés, déplorent les sénateurs. Ils notent par ailleurs que ces rapports horribles surviennent alors que le M23 affiche des capacités offensives plus conformes à une armée conventionnelle qu'à un groupe d'insurgés désorganisés. À leur en croire, leurs capacités leur ont permis de prendre le contrôle de position tenu par le Congolais soutenu par la MONUSCO et de tenir du territoire. En effet, le chef de la force de la MONUSCO a prévenu qu'elle pourrait se trouver confrontée à une menace qui dépasse ses capacités actuelles, ont-ils rappelé. Compte tenu de la grave menace qui pèse sur la sécurité régionale et des violations confirmées des droits de l'homme, ces sénateurs estiment que les USA doivent continuer à demander des comptes à ceux qui soutiennent ces actes horribles.
En rappel, le Congrès américain a inclus une exigence dans la loi d'autorisation de la défense nationale de l'exercice 2013, il y a près d'une décennie, imposant des sanctions à ceux qui fournissent un soutien matériel et financier au M23. Autre chose, à la tête d'une forte délégation, la vice-gouverneure du Lualaba en mission dans le royaume de Belgique, Fifi Masuka Saini, est allée prendre des contacts importants pour l'acquisition des équipements et autres matériels utilitaires de la nouvelle aérogare de Kolwezi. L'autorité provinciale était dans les installations de la société Somati où elle a récolté des informations pouvant lui permettre de concrétiser complètement ce projet voulu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Toujours préoccupé par l'idée d'offrir à sa population les conditions de vie dignes, surtout changer l'image de la province du Cobalt, comme le recommande le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gouverneure du Lualaba, conduit une forte délégation au royaume de Belgique. À l'initiative de l'autorité suprême du pays, la délégation Masuka, constituée entre autres de Bienvenu Liota Njoli, président du conseil d'administration de la RVA, Achille Mouteteke Loale, ministre provincial de Finances, Célestin Machata Kayembe, ministre provincial des Infrastructures, Jules Kabouit, commissaire du gouvernement provincial en charge du travail et de la directrice de cabinet du ministre provincial de Transport, est allé prendre un contact important avec Somati Véhicules, une société spécialisée dans le montage et la livraison des camions anti-incendie et utilitaires. Aussitôt arrivé à Bruxelles, dans la matinée de ce jeudi 20 octobre 2022, la gouverneure du Lualaba et sa suite ont été conduites à 35 km de la capitale belge, dans la commune d'Alost, quartier d'Arambo-Degen, où se trouvent les installations de Somati. Tout a commencé par une séance d'échange dans la salle de réunion avec projection vidéo sur la qualité des engins sous les explications de Jean Chanfeller, directeur chargé de l'exploitation. Marie-Thérèse Masuka Saini et sa suite ont été amenés juste après dans l'atelier de montage des camions de secours, dans le magasin des pièces de réchange, la salle de montage des véhicules de police et d'anti-émeutes. La visite s'est clôturée par le parking, le bâtiment des extincteurs et le département d'après-vente. La gouverneure du Lualaba veut s'imprégner des modalités d'acquisition des camions anti-incendie pour la nouvelle aérogare moderne de Kolwezi, dont l'inauguration est prévue incessamment. Nous sommes ici. Les travaux de l'aéroport sont en train d'avancer. Nous savons aussi la crise mondiale que nous connaissons tous avec la guerre en Ukraine. Les livraisons traînent, donc il était impérieux de venir sur place pour pouvoir demander tout ce que nous avons besoin. Ici, nous avons commencé avec les véhicules anti-incendie, savoir si nous pouvons les avoir à temps, si nous devons passer la commande maintenant. Mais avant tout, il faut savoir où vous achetez, qu'est-ce que vous achetez et être sûr de la société sur place. Elle veut aussi procurer sa province des camions anti-émeutes et des ambulances. La société qui est en train de fabriquer les véhicules anti-incendie, les véhicules utilitaires, les véhicules de la police, tout ça c'est important pour notre nouvelle province qui est en train de se construire aujourd'hui. Donc nous construisons à long terme et nous construisons pour ce qui est beaucoup plus utile. Pas seulement pour l'aéroport, mais pour toute la province. C'est dans la soirée que s'est clôturée l'activité intense du jour pour la femme qui incarne la vision politique du président Tshisekedi au Lualaba. Et puis, le maire de la ville de Kolwezi a participé à la session de Africando aux États-Unis. La 23e édition s'est penchée sur le coronavirus et la lutte contre le changement climatique en Afrique. À cet effet, le maire de la ville de Kolwezi invite ses administrés à la protection de l'environnement et à tourner vers le numérique. Regardez. Kolwezi est désormais présent dans les grands centres des décisions mondiales. La ville chère à Véronique Oupite Kamina a pris part active à la 23e session de l'Africando tenue à Miami aux États-Unis d'Amérique. Les dirigeants des villes africaines se sont donné rendez-vous au pays de l'oncle Sam pour discuter sur la pandémie de Covid-19 et se déboire sur la vie des Africains. La problématique du changement climatique sur les continents noirs a été aussi étudiée avec acuité. Au premier panel, les participants aux assises de l'Africando chapitre 23 ont rappelé les dirigeants africains à investir dans les secteurs du numérique pour ne pas subir pour la deuxième fois les effets néfastes
néfastes engendrés par le coronavirus. Nous sommes à Miami, nous avions été invités à la 23e session de l'Africando qui portait sur la pandémie coronavirus ainsi que le changement climatique en Afrique. Plus qu'impressionné parce que vous êtes sans ignorer que l'Afrique, où se trouve la ville que je dirige, a eu un grand préjudice par rapport à la pandémie à coronavirus. Et c'est fait que plusieurs pays ont été bloqués en ce qui concerne leur importation et exportation parce que la plupart de nos pays ne sont pas en numérique. Et ce qui a fait que même ma ville, la ville que je dirige, plusieurs importations ont été bloquées avec ce qu'il y a eu comme conséquence de cette pandémie. Pour ce qui est du panel sur l'environnement, il a été demandé aux dirigeants des villes africaines à doubler d'efforts dans la protection de l'écosystème. Au Lualaba, la route Sandoa et la réhabilitation des établissements scolaires dans cette partie de la province était un souci majeur du vice-gouverneur. Le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Machata Kaembe Célestin, a lié la parole à l'acte sur instruction de l'autorité provinciale. Des travaux sont effectués pour rendre praticable cette route. Reportage de la cellule de communication du ministère des infrastructures. Impraticable. Depuis plusieurs années, la réhabilitation de la route provinciale 607 de Sandoa, long de 145 km, permettra désormais aux trafiquants d'évacuer leurs produits agricoles dans les chefs-lieux Kolwezi sans contrainte. Depuis bientôt 3 mois, le gouvernement Masuka n'a pas lésigné un seul instant sur ses moyens pour rendre fluide le trafic routier tronçon Kassaji-Sandoa, Kapanga, sous le leadership éclairé et contagieux de Marie-Thérèse Masuka, vice-gouverneur et gouverneur intérimaire, menée depuis plus d'une année une guerre sans trêve sur les axes importants dans les échanges commerciaux, optant pour une solution durable pour éviter de faire les choses à moitié dans tous les territoires en général et à Sandoa en particulier, un établissement scolaire important à l'aune et à l'aura des ambitions de la province est en pleine réhabilitation sous fonds propres du gouvernement du Lualaba. La province, sous l'ère Masuka, dans la vision politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne fait jamais de projet dans la dentelle. Ici, l'on constate la réhabilitation totale de la route Sandoa, oubliée depuis un temps et déjà exécutée à la satisfaction des habitants de ces coins de la province. Également, les travaux de la route Kapanga sur la nationale numéro 39, long de 205 km, évolue à une allure engagée sur instruction de l'autorité provinciale Marie-Thérèse Saini. Le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Célestin Machata Kayembe, a effectué une descente d'inspection sur cet axe routier, palper la réalité des travaux réalisés à 40% par la société Obega, déterminée à accompagner la province. Pour parer au plus pressé, le gouvernement provincial décide de sortir les habitants de Sandoa longtemps dans une période d'angoisse sur la rivière Luizou. En ces jours, 3 dallos en béton armé sont construits de la plus belle de manière dans l'espoir de décongestionner le trafic. Les chantiers de ces tronçons témoignent de la volonté intrépide de Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire du Lualaba. Ça, c'est du jamais vu. Comment on a fait depuis la colonisation. Cette route n'a jamais été construite de cette façon. Lazima Mungu abariki bote wale ndio kwa province ya Lualaba. Wale wanatukumbuka kwa shiku territoire ya Sandoa. Hii Luizu tunaanza kuinawa kuvula manguo kubamba manguo makwapo. Ndio tutambuke tuone kusandoa baone Kassaji Kolwezi. Mais heureusement Mungu anatusaidia tunapata wale wa kutusaidia. Mungu abasaidie abongeze tena mamanda. Ababariki sana. Le souci du gouvernement Masuka est d'augmenter le volume du travail sur les plans infrastructurels, espérant maintenir le trafic routier au Lualaba. Autre chose, après avoir constaté des interpellations par la justice de certaines personnalités en province, les résistants à structure chère à l'honorable Donald Chimboge dit avoir assez et décide de rompre son silence. Réunis sur la place Fatima à la cité Manika ce vendredi 21 octobre, ces militants ont lu devant la presse un mémorandum dénonçant l'instauration d'une pensée qu'ils qualifient d'unique, chose qui vide l'état de droit de son sens. Retrouvez Jean-Jacques Kiyanga, progressiste à la caméra de Gaskalong et John Sindier. Nous dénonçons par la présente la dérive dictatoriale et la politique des musulmans.
la politique de la pensée unique que cherche à installer Madame vice-gouverneur dans notre province. Et c'est à l'encontre de l'état des droits prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en violation des libertés de pensée et d'expression garanties par la Constitution de notre pays. On ne compte plus dans notre province des cas d'intimidation, d'arrestation arbitraire, d'instrumentalisation de la justice, de l'ANR, l'acharnement contre toute personne qui émet un avis contraire à celui de Madame vice-gouverneur. Dernier en date, la traque organisée depuis avant-hier contre l'honorable Dona Chimboj, député provincial de son État, élu de Sandoa, dont le seul péché lui reproché est d'avoir contredit les mensonges contenus dans la conférence de presse tenue par Madame vice-gouverneur. Nous fustigeons la politique de 2 poids, 2 mesures et l'injustice qui se remarque au Lualaba où les partisans de Madame vice-gouverneur se permettent d'insulter, de dénigrer et menacent à longueur de journée les autorités tant provinciales que nationales, notamment les ministres, le gouverneur de la province du Lualaba, les députés provinciaux et nationaux, et j'en passe, sans que la justice et les services de sécurité n'en disent mot. Trop, c'est trop. Nous, population du Lualaba, en avons marre et n'allons plus tolérer cette anarchie. Exigeons aux instances nationales, en l'occurrence le chef de l'État, de réhabiliter rapidement la légalité en libérant notre vaillant gouverneur, son Excellence Richard Mouyej Manguez Mans, pour qu'il rentre sauver la province et continuer l'œuvre de reconstruction de notre province. Et afin de limiter et réduire le taux de mortalité des motocyclistes causés par les accidents sur la route, le chef de secteur Lulou, dont le territoire de Muchacha, a remis ce vendredi 5 casques à ses usagers de la route de son secteur. Une action sociale qui s'est déroulée devant le bureau de secteur en présence de plusieurs motocyclistes qui ont apprécié cette initiative qui concourt à leur sécurité et qui est encouragée. Reportage. Secteur Lulou, dans les territoires de Muchacha ou le là-bas, la sécurité de motards est une priorité. Pour les chefs de secteur, Ilunga Mwanankinda, il faut sécuriser à tout point de vue les motards qui facilitent les déplacements de ses administrés. La raison même qui justifie en ce jour cette initiative de remise des casques aux motards de sa circonscription. C'est lui-même, le chef des secteurs, qui a remis symboliquement ces casques à ces motards. Au total, 500, bien avant de les sensibiliser au strict respect de certaines règles pour mieux régir la communauté. En bon père de famille, le chef des secteurs s'est exprimé. Chef de l'État Antoine Félix Tshilombo. Président de la République anasema ya kwanza le peuple d'abord. C'est au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et du gouverneur Fifi Masuka Saini que cette initiative a vécu une satisfaction pour les bénéficiaires qui n'ont pas manqué de mots pour exprimer leur joie. Tunasikia furaha sana kwa Papa Masengo, anatuweka msekirite, tulikuwa mwa sekirite. Na tunasikia bien sana na tunamfelicite kwa hivi anatupatia kwa sekirite na tunamwombea tena Mungu amtangulie apitishe tena na hapa njoo ya shiba motard. Il y a de quoi dire merci au secteur Lulou des actions voient jour, cela grâce à la bonne gestion de dividendes de la redevance minière perçue. Chapeau bas à Ilunga Mwanankinda, le chef des secteurs.
Quittons le territoire de Muchacha pour celui de Lubudi. Dans une interview nous accordée, la société civile de Fungurume salue les avancées dans le processus de délocalisation des habitants au village Kabomboa. Elle a annoncé le début du recensement et identification de la population et ses biens. Gauthier Kavamba, coordonnateur du cadre de concertation de la société civile de Fungurume, décourage par la même occasion ceux qui veulent user de la malice pour ériger de nouvelles constructions. Suivez-le dans cet extrait. Donc à l'étape où nous sommes, c'est OK, c'est oui. Donc nous avons dit tous oui à la délocalisation. Et déjà, les batteries sont en marche. Le mardi prochain, si tout va bien, à partir des 8 heures, le recensement, l'identification des biens, des maisons, des champs va déjà commencer. En tout cas, nous louons la bonne foi de toutes les parties prenantes parce que ça n'a pas été facile. Et enfin, nous lançons également des messages de condoléances à tous ceux qui ont perdu les leurs parce que pas plus tard qu'avant-hier, il y a eu encore un gamin qui a été enterré. Donc des problèmes continuent et voilà pourquoi nous nous précipitons. Surtout que la pluie aussi va abonder. Nous nous précipitons pour bien faire le travail. Et déjà, la semaine prochaine, les bonnes choses vont commencer. Et nous lançons un message pour décourager également les opportunistes, les gens qui construisent nos nuitamment, parce que les images ont été déjà prises par drone. Et il y a le fichier de 2013, du recensement effectué en 2013, qui sera mis en exergue. Il y a également le fichier du pré-recensement de janvier 2022. Et donc, il est en vain à nos frères qui se précipitent pour aller chercher de l'argent, construire nuitamment, ça sera en vain. Et donc, nous espérons que la suite sera aussi bonne pour que les travaux prennent fin et qu'on puisse délocaliser nos frères, nos habitants de Kabomboa. Et puis le vol des câbles alimentant la ville de Kolwezi et ses environs en courant électrique ne cesse de se multiplier et des centaines d'autres mètres ont été emportés par des inciviques la nuit du 20 à ce 21 octobre. La SNEL dénonce ce troisième acte d'incivisme qui se produit sur une durée d'une semaine, impactant ainsi et décrit les sabotages des efforts qu'il fournit pour pallier et la difficulté des dessertes en énergie électrique. Jean-Louis Lignika, directeur de distribution à la SNEL Kolwezi, dans ses propos recueillis par Gaskalong. Merci Bosco pour la question. Effectivement, cette semaine, nous avons eu 3 cas de vol. Le premier cas, c'était le 18, là où sur la ligne Kolwezi, il y a eu vol de 500 mètres. Le deuxième cas, c'était le 19. Là, c'est Zilo 2. Donc, une ligne partant de Zilo à Samukinda. Il y a eu vol encore de 500 mètres. Et hier, nous avons connu encore les cas du vol. Toute la ville. Donc, la ligne qui alimente toute la ville. Donc, si je parle de toute la ville, donc nous avons Jekamil Kolwezi, nous avons la cité Malika, nous avons la ville même commerciale, le quartier industriel. Donc, la ligne qui alimente, il y a eu vol de 750 mètres. Mais ce sont des cas que nous déplorons. Parce que si dans une semaine, nous avons vraiment des fréquences multiples de vols, et là, c'est la société qu'on est en train vraiment de mettre à genoux. Pas seulement la société, mais là, c'est un problème très sérieux au niveau de la population. Au niveau de la SNEL, nous sommes en train de tout faire pour remplacer les cuivres par l'alu. Vous voyez ça, un coût. Bon, nous déplorons aussi ces cas-là parce que côté SNEL, nous savons qu'il y a des points de gardiennage gardinés par les policiers et les militaires. Bon, s'il y a des cas comme ça, bon, c'est l'incompétence aussi de la sécurité. Et ce qui est bizarre, même le cas d'hier là, c'est on voit le cuivre et puis on sectionne l'alu. Vous comprenez un peu, l'alu n'a pas été, le conducteur en aluminium n'a pas été emporté, mais ils ont seulement coupé et puis laissé. En d'autres termes, vous voyez aussi que là c'est un acte de sabotage. C'est ce qu'un peu nous déplorons. Bon, je crois les autorités qui nous suivent. Bon, ils pourront aussi voir un peu comment aussi on pourrait aussi aider la SNEL à pouvoir un peu sécuriser un peu ces installations. Et puis le centre de santé Montfouet qui connaît actuellement des difficultés liées au manque de salles et autres matériels pour une bonne prise en charge des malades va bientôt voir ces problèmes être résolus. Ceci à travers la construction d'un nouveau centre de santé dans ce coin de la province du Lualaba situé à environ 30 km de Kolwezi. Luis Fatou nous fait les points. Ce
Ce nouveau centre de santé va apporter une solution aux multiples problèmes qu'enregistrait le centre Monfoué, la seule structure hospitalière pour les habitants du village qui porte le même nom. On a ma difficulté rencontrée au centre de santé à Monfoué. Nous avons une insuffisance des salles. Parfois, nous mélangeons les femmes accouchées et tous les malades. Nous demandons aux autorités de nous fournir le courant électrique car nous utilisons seulement le panneau de fortune et des torches et nous souffrons plus pendant la saison pluvieuse. Compliqué. Parfois, il y a une malade. Parfois, ma torche, c'est un peu compliqué. Les habitants de cette partie du Lualaba en remercient le bienfaiteur, le chef du groupement Monfoué. Chef Monfoué, merci par rapport à un hôpital. Nous remercions le chef Monfoué pour ce geste qu'il a posé en nous construisant cet hôpital. Mais l'autre problème, c'est le manque de courant pour prendre en charge les prématurés. Que l'honorable nous aide aussi avec le courant. Le village Monfoué est le chef-lieu du groupement portant le même nom, situé à plus ou moins 30 km de Kolwezi. Ce seul centre de santé prend en charge les malades venant non seulement de Monfoué, mais aussi ceux provenant des autres villages du groupement. Et au chapitre de célébration, c'était lors de l'ouverture du Forum mondial de l'énergie en octobre 2012 que la date du 22 octobre a été désignée comme Journée mondiale de l'énergie. Cette date était alors symbolique car c'était la première fois que le Forum se tenait en dehors du siège de l'ONU. La République démocratique du Congo n'était pas du reste. Il est parmi les nations qui connaissaient des sérieux problèmes énergétiques. Les experts en la matière rencontrés par la rédaction de Mikuba n'ont pas marqué à faire des propositions au gouvernement pour sortir du problème de desserte en énergie électrique. Regardez. Les secteurs de l'énergie représentent peu de pourcentage de la valeur ajoutée en République démocratique du Congo. Les ménages, les entreprises minières, y compris les administrations, nous dit l'ingénieur Charles, expert en la matière. Et donc le défi chez nous, c'est beaucoup plus les déficits en énergie électrique. Sur le réseau, vous allez vous rendre compte que la dernière centrale construite par l'État congolais, c'est pratiquement en 1982. Donc depuis 1982, l'État n'a pas construit de nouvelles centrales. Ce qui fait que la demande a beaucoup augmenté et c'est ça qui justifie le faible taux d'accès de l'énergie électrique de la population congolaise. On parle de 10%, ce qui est un scandale parce que tous les pays autour de la sous-région, leur taux va avoisiner pratiquement les 55, 57, 60, 75%. Faudra-t-il envisager la privatisation du secteur pour une production attendue? Il existe aujourd'hui la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 qui libéralise effectivement les secteurs de l'électricité. Évidemment, cette loi a eu beaucoup de pesanteurs. Il fallait en fait créer ce qu'on appelle aujourd'hui l'autorité de régulation de l'électricité, l'ARE. Aujourd'hui, l'ARE existe. Ça veut dire que cette loi, elle est totalement effective. C'est ce qui justifie qu'ils ont construit la centrale de Boussanga, ici à Kolwezi. C'est une centrale c'est une centrale privée. Donc ce secteur est vraiment libéralisé. Aujourd'hui, tous les Congolais, ayant des moyens conséquents, peuvent s'aventurer dans ces domaines. Produire de l'énergie, oui. Mais dans quelles conditions? Moi, je pense que ce serait une erreur que l'État congolais laisse les privés prendre le monopole sur l'énergie. Parce que l'énergie, c'est un secteur clé. Aujourd'hui, nous avons Boussanga qui génère pratiquement 240 MW, ce qui est énorme. C'est vrai que ce sera consommé par les miniers, les entreprises minières, d'accord. Mais s'il se pose encore un autre projet, toujours chez les privés, ils génèrent autant. Ça veut dire à un certain moment, l'État congolais va se retrouver avec un déficit énorme en termes de production, ce qui n'est pas bon. Les énergies renouvelables occupent une part croissante dans les mix énergétiques nationaux de la consommation finale brute d'énergie en République démocratique du Congo, ajoute l'ingénieur Charles. Fin de ce grand direct. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce samedi dans la soirée. Restez avec nous.